Alors, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que ça marche? Normalement, c'est bon. Ok. Normalement, vous m'entendez là? Ouais. Ok, c'est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. On va commencer le dernier cours de statique, la 11e séance du coup. Donc aujourd'hui, on va pas voir de nouvelles notions, on va pas voir de nouvelles choses hein, sur la statique. On va simplement faire le résumé global du cours, de toutes les notions qu'on a vues pendant les séances. Donc depuis le début, hein, on va faire ça pour chacune des séquences les unes après les autres. Et puis, ouais. Et puis on va faire des applications du coup pour s'entraîner pour le partiel. Donc, on va commencer directement. Hop. Donc voilà, pour rappel, c'était les 4 séquences qu'on a vues dans ce cours. Hein. Au début, on a commencé avec la cinématique des systèmes. Ensuite, on a regardé donc tout ce qui était tout ce qui concernait la définition des forces, des moments, et puis les travaux, comment calculer les travaux des différents objets. On va faire le rappel de tout ça. Et puis comment calculer les forces de réaction de chaque liaison et les forces les forces internes des structures quand elles sont sous un chargement donné. Ensuite, la séquence 3 est concernée donc les diagrammes. Les diagrammes, c'est des objets bien particuliers qui indiquent les valeurs des efforts internes au niveau d'une structure, donc de chaque effort interne, de N, V et de M. Donc ça, on va le rappeler, on va rappeler tout ça tranquillement sur la suite. Et puis les deux dernières séances, dont celle-là, donc lors de la dernière séance, on avait vu ce qu'on appelle le principe fondamental de la statique, donc qui consiste à faire l'équilibre des forces horizontales, des forces verticales, et l'équilibre des moments autour d'un pôle donné. Je suis pas sûr que ça marche, n'hésitez pas à me dire dans le chat si ça marche ou pas. Normalement vous avez le son là, mais normalement vous m'entendez bien là. Alors, donc ce qu'on avait vu au tout début de la statique, hein, on avait vu tout ce système de liaison externe. Donc les liaisons cinématiques, les degrés de blocage, les centres de rotation, ça vous connaissez bien normalement. Ok. On va faire un petit rappel de tout ça. On avait vu différents types de liaisons. On avait vu les liaisons externes, donc que vous voyez sur la première ligne ici, qui sont donc des liaisons entre une poutre et le plan fixe, et donc qui relient à chaque fois une seule poutre avec le plan fixe extérieur. Et on avait vu d'autres types de liaisons qui sont exactement correspondantes à chaque fois, qui sont les liaisons internes. Les liaisons internes, c'est des liaisons à chaque fois entre deux poutres. Et donc dans les liaisons externes, on parle de centre de rotation absolu. Donc on l'indique avec C et le numéro de la poutre, C1, donc la poutre 1 ici par exemple. Et dans les liaisons internes, du coup, comme on a un mouvement qui se fait entre deux poutres à chaque fois, eh bien on indique un centre de rotation relatif, donc entre deux poutres, et on indique ça par C de 1 par rapport à 2, par exemple ici. Donc ici, par exemple, vous avez la poutre 1 à gauche, la poutre 2 à droite, et donc le nom qu'on va donner au centre de rotation relatif entre ces deux poutres, c'est C12. Donc ça, tout ça, vous connaissez bien normalement, hein, c'est ce qu'on utilise depuis le début pour faire tous nos raisonnements. Je passe assez rapidement là-dessus. Hein, juste pour rappel, hein, ce qui a peut-être été oublié au fur et à mesure, c'est que pour un appui simple, on ne connaît pas exactement où se situe le centre de rotation absolu, ou dans le cas d'une bielle relatif, hein, il se situe sur une droite quelque part. Et puis quelle que soit l'orientation par exemple de la pivot, ça c'est une question que j'ai déjà eue, mais quelle que soit l'orientation de la pivot, si le triangle vous le décalez un petit peu sur le côté, ça changera rien au niveau de la définition de la liaison pivot, hein, typiquement. Vous avez toujours un centre de rotation absolu de la poutre qui est toujours situé à la pointe du triangle du pivot, donc vous vous dites bien que si vous tournez le pivot à 90 degrés, bah, ça changera rien. Ce qui n'est pas le cas du coup des liaisons appui simple et glissière. Là pour le coup, l'orientation, elle est importante. Donc ça, vous connaissez bien normalement.
Ce qu'on avait vu, c'est ce raisonnement aussi, hein, lors des premières séances. On avait vu ce raisonnement avec le bilan des degrés de blocage et des degrés de liberté. Donc ça, c'est ce qu'on fait à chaque fois pour vérifier que la structure est bien isostatique, hein, parce que si on n'a pas une structure qui est isostatique, eh bien on ne sait pas faire. Alors, il y a des petits travaux à côté de chez moi, donc normalement, vous inquiétez pas, il y a un petit peu d'interférence. Donc à chaque fois, on fait le nombre de degrés de blocage, qui est représenté par 3 fois le nombre de poutres, pardon, le nombre de degrés de liberté, qui est représenté par 3 fois le nombre de poutres, et on retire à ce nombre de degrés de liberté le nombre de degrés de blocage qui sont apportés par les liaisons, justement. Et chaque liaison apporte un nombre de degrés de blocage différent. Et donc en faisant le bilan de tous ces degrés de blocage internes et externes, eh bien on se retrouve avec donc un résultat qui est soit plus grand que 0, soit égal à 0, soit inférieur à 0. Et à chaque fois, ça correspond à une situation de hypostatique, peut-être isostatique, et hyperstatique. Quand on a notre potentiellement isostatique, il nous reste un petit peu de travail à faire, hein. Il faut encore démontrer que notre structure qui est peut-être isostatique est vraiment isostatique. Et pour ça, donc vous le savez, hein, vous vous en souvenez bien ça, on regarde les liaisons, on regarde si les centres de rotation peuvent ou non exister, et ça, on utilise pour ça le théorème de Kennedy. Donc pour voir si il y a un mouvement possible, on regarde si les centres de rotation relatifs et absolus sont alignés. Donc pas n'importe quel centre de rotation absolu et pas n'importe quel centre de rotation relatif, hein. On regarde à chaque fois des systèmes de 2 poutres, et donc là typiquement vous avez un système de 2 poutres directement avec 1 et 2, mais quand vous avez 4, 5 poutres par exemple, à chaque fois il faut fonctionner avec un système de 2 poutres pour faire marcher le théorème de Kennedy. Donc là vous avez 2 poutres à chaque fois, donc ici par exemple à gauche vous avez un exemple où le système de 2 poutres nous donne des positions de centre de rotation relatifs et absolus qui sont tous alignés ici. Donc on en déduit par le théorème de Kennedy que le mouvement est possible. Et donc ça veut dire que le système du coup est instable, puisque on a vu ici, pour potentiellement isostatique, quelque chose qui peut bouger, quelque chose qui a du mouvement, alors c'est un mécanisme hyperstatique, c'est potentiellement instable. Et donc ça veut dire que les centres de rotation C1 et C2 existent. Quand vous arrivez à appliquer le théorème de Kennedy, à faire l'alignement des centres de rotation, ça veut dire que les centres de rotation existent finalement, que C1 existe et que C2 existe. Dans l'autre cas à droite, la situation à droite, on a C1, C1,2 et C2 qui sont complètement définis par les liaisons, hein, exactement comme à gauche. Mais par contre, pour le coup, ils sont pas alignés. Alors, on a C1 et C1,2 qui forment, forcément c'est que 2 points, donc ça forme forcément une droite. Donc on peut tracer la droite des emplacements possibles de C2 avec le théorème de Kennedy du coup. Et cette droite des emplacements possibles de C2, elle ne contient pas le point C2 qui est parfaitement défini. Du coup ça veut dire que C1, C1,2 et C2 ne peuvent pas être alignés, donc vous connaissez bien. Le mouvement est donc impossible, le système est complètement stable, C1 et C2 ne peuvent pas exister dans cette situation. S'il y a encore des questions ou des doutes sur ces questions-là, hein, n'hésitez pas, c'est encore le moment de les poser avant l'examen final. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore des doutes sur Kennedy, sur les liaisons, il n'y a pas de souci, hein, mais posez-les maintenant, hein, surtout. Alors là on passe à la deuxième séquence, du coup, on avait juste, pendant la première séquence, parlé uniquement de mouvement. Donc on n'avait absolument pas introduit le concept de force, on n'avait pas introduit autre chose que des concepts de cinématique, donc des concepts qui concernent le mouvement, simplement. Dans la séquence 2, pour le coup, on introduit, en plus de ce qu'on a introduit avant sur la cinématique, on introduit des notions de force, du coup. Alors, on a vu qu'il y avait plusieurs manières, on va dire, d'apporter des efforts externes, des charges externes sur une structure. Vous avez plusieurs objets qui permettent de faire ça. Vous avez les objets... Alors, vous avez plus de précision sur la forme de l'examen final. L'examen final, ça ressemblera à des QCM, au QCM qu'on a déjà fait avant. Il y aura deux exercices. Il y aura un exercice qui formera
Alors peut-être 2 exercices, je sais pas encore, peut-être 1 ou 2 exercices, donc sur la thématique globale de l'application du principe des travaux virtuels, hein, avec tout ce qu'on a vu jusqu'au traçage du diagramme du moment, donc ce qui fera intervenir des calculs de réaction, des calculs d'effort interne, et puis il y aura un exercice un peu plus court du coup sur une application sur les treillis, l'application du principe fondamental de la statique sur les treillis. Donc ce sera peut-être 2 exercices sur le principe des travaux virtuels, et un exercice qui comptera un peu moins du coup, qui comptera on va dire pour un quart de la note quoi, et les 2 autres exercices vont compter pour 3/4 de la note. Mais ça je vous en reparlerai, je vous redonnerai des précisions pour la semaine prochaine, mais l'examen final il englobe en gros tout ce qu'on a vu depuis le début quoi. Puisque de toute façon, depuis le début, on utilise en fait tous ces raisonnements de cinématique pour appliquer des choses qu'on fait encore très récemment. À chaque fois qu'on calcule une réaction, on applique des raisonnements de cinématique avec le théorème de Kennedy. Donc en fait, faut tout revoir bien comme il faut, il faut tout bien appliquer. Calcul des réactions, calcul des efforts internes, toutes les méthodes qu'on a vues, quoi. Donc il y aura un peu de tout ça dans l'examen final, voilà. Mais là du coup on en profite pour faire un peu le rappel de toutes ces notions, hein, parce que on s'est rendu compte avec les profs de TD qu'il y avait eu une interruption du coup avec les vacances, il y a eu une interruption de 2 ou 3 semaines à un moment, et ça a un peu mis un coup, on va dire, à votre progression, dans le sens où pas mal de gens avaient oublié comment calculer des réactions, comment calculer des efforts internes, alors que c'était des choses qu'on avait pas mal vues avant. Donc là on en profite de cette séance pour faire un rappel un peu de tout, et voilà, de ne pas introduire de nouveautés. Donc, je reprends sur les objets qu'on avait introduits pour la séquence 2, s'il n'y a pas de questions là-dessus. Sur ces objets qu'on avait introduits, qui concernent donc des efforts externes qu'on apporte à une structure, donc il y a plusieurs types d'efforts externes, hein. Il y a des efforts sous la forme de moments, qui sont comme si on venait amener un tournevis dans un sens perpendiculaire au plan de notre slide ici, et qu'on venait tourner comme ça, au niveau du point, ici, du point d'application du moment, au niveau du pôle. Donc ça, c'est les objets moments, qui apportent un type de force différent que les objets force, qui eux, pour le coup, sont simplement sont définis par leur amplitude, donc l'amplitude de la force ici c'est F, la longueur on va dire de la force, leur direction, ici c'est une direction verticale, et le sens de la force qui ici est vers le bas du coup. Et à chaque fois, vous avez trois définitions, on va dire trois caractéristiques qui définissent une force et un moment aussi d'ailleurs. Mais oui, alors ce qu'on voit assez habituellement, c'est que on n'a jamais vu d'exo par exemple où on appliquait un moment comme on applique une force en termes de charge extérieure. À chaque fois qu'on a un moment, en fait, c'est pour calculer un moment interne, un moment fléchissant. Et du coup, on n'a jamais vu d'exemple, par exemple, où on avait une structure avec l'application d'un moment, mais c'est parfaitement possible. Voilà, ça complique un peu les choses et ça bouge un peu les règles qu'on a appris depuis le début, notamment sur le tracé du funiculaire. Bref, les deux objets qu'on retrouve quand on charge une structure, c'est plutôt ces deux objets à droite, les forces F et les forces réparties Q. Mais à chaque fois, vous avez besoin de calculer, c'est assez fréquent qu'on ait besoin de calculer les travaux de chacun de ces efforts, donc du moment, d'une force et d'une charge répartie Q. Et donc ici, je vous ai mis un rappel de tous les travaux possibles que vous pouvez calculer à partir d'un moment, d'une force et d'une force répartie, dans un mouvement fictif, ici juste un mouvement autour d'une liaison pivot. Mais à chaque fois, quand vous avez le calcul par exemple d'un travail de moment à calculer, et bien vous faites le moment fois l'angle. Donc ça c'est la valeur du travail qui est développé par un moment dans un mouvement. Donc souvent c'est dans un mouvement virtuel, on a calculé le moment fléchissant par exemple dans un point, et on voit du coup la structure effectuer un déplacement virtuel. Et donc à chaque fois, le travail virtuel, ça va être le moment fois l'angle, avec toujours cette question du signe. Si vous avez ici un moment qui donc ici tourne
non pas du haut vers le bas, hein, vous vous souvenez, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour un moment, on parle de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ici, on va dans ce sens-là. Et dans la situation en haut, du coup, on a un angle qui tourne dans le même sens, dans le sens aussi inverse des aiguilles d'une montre. Et dans la situation en dessous, je vous ai mis une situation où du coup, l'angle qu'on a choisi de faire pour un déplacement virtuel tourne cette fois dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que le moment, lui, n'a pas changé de sens. Et bien dans ce cas-là, du coup, quand on a deux sens différents pour l'angle et pour le moment, et bien on a un travail qui est négatif. On a un moment qui travaille négativement dans le mouvement, qui va avoir tendance à empêcher le mouvement dans cette situation-là. Alors c'est la même logique hein, qu'on utilise depuis le début pour la force, mais il faut bien différencier les différents calculs de moment. Pour calculer le travail d'une force, qu'on voit ici au milieu, hein, c'est à chaque fois la force fois un déplacement. Donc cette fois on ne parle pas de force fois un angle ou de moment fois un déplacement. Jamais on fait ça, on fait toujours moment fois angle ou force fois déplacement. Et donc le déplacement, vous pouvez l'exprimer en fonction de l'angle bien sûr. Hein. Le déplacement ici, si vous imaginez une longueur ici depuis la force jusqu'au pivot qui est égale à L, et que vous imaginez que cet angle, vous l'appelez alpha, alors ce déplacement D va être égal à alpha fois L, évidemment. Mais à chaque fois, vous faites le travail d'une force qui est égale à la force fois le déplacement du coup. Je vous ai mis pareil les deux situations où vous avez un travail qui est positif, donc une force qui travaille positivement dans le sens du mouvement, et un travail négatif, donc une force en dessous là qui travaille négativement, qui empêche en quelque sorte le mouvement de se faire. C'est la même logique hein, pour la force répartie Q qu'on voit juste à droite là. La force répartie, c'est un objet encore particulier qui est pas exactement comme une force, mais voilà, qui est pas exactement pareil. C'est une force qui est, on va dire, répartie sur toute une longueur de manière continue. Et donc cette fois, pour calculer le travail d'un tel effort, hein, d'une force répartie, on fait l'amplitude de la force répartie, donc ici Q, fois l'air qui est balayé par le mouvement de notre poutre ici, de notre poutre qui tourne autour de la pivot. Et donc à chaque fois, on fait la force répartie fois l'air qu'on voit ici. Et là, je vous ai fait une situation, encore une fois, où on a un travail qui est négatif, donc on a une charge répartie du coup qui travaille négativement dans le sens du mouvement ici. Et donc ici, l'air peut être, on peut considérer que l'air par exemple va vers le haut, et du coup on a un signe moins qui se rajoute entre la charge répartie et l'air sous la courbe du coup. Donc voilà, j'ai fait ça pour clarifier un peu parce qu'il y avait souvent, on va dire, de plus en plus en fait des confusions sur les différents calculs de travaux. Hein. Il y avait souvent des travaux qui étaient calculés, des travaux de moment par exemple, quand on a un moment fléchissant, où on voyait intervenir du coup des moments fois des déplacements. Mais attention, hein, c'est toujours le travail d'un moment, c'est un moment fois un angle, et le travail d'une force, une force fois un déplacement. Et donc le travail d'une force répartie, la force répartie fois l'air. Donc calculer ces travaux, ça sert à déterminer ce qu'on appelle les réactions et les efforts internes. Donc ça, c'est les méthodes qu'on a vues, qu'on a mis en place lors des séances 5 et 6 du coup, et qui font intervenir ce qu'on appelle le principe des travaux virtuels. Donc vous vous souvenez, on remplace, donc on va voir ça un peu plus en détail, mais alors pour les réactions, voilà, vous connaissez les différents types de réactions pour chacune des liaisons externes qu'on a rencontrées. Donc chaque liaison externe a son propre système de réaction, hein, et à chaque fois que vous avez une réaction externe, vous êtes sûr en fait que vous allez devoir calculer du coup les réactions horizontales pour une pivot verticale. Pour un appui simple, il y a juste une réaction ici verticale puisqu'on est dans le sens perpendiculaire au degré de liberté en translation. Hein. Et voilà, pour une glissière, on n'a jamais de réaction au niveau des glissières à calculer. Et pour un encastrement, on sait déjà qu'il y a 3 réactions qui doivent être calculées pour une liaison encastrement.
Assez souvent, on a des situations en fait où les réactions horizontales sont égales à 0 en fait. Donc c'est pour ça souvent on se permet de ne pas calculer les réactions horizontales au niveau des pivots par exemple. Mais théoriquement, il faudrait faire faire la méthode qu'on connaît pour introduire le nouveau degré de liberté et du coup calculer la réaction horizontale. Mais à chaque fois, comme on a des efforts uniquement verticaux, et bien on a une réaction horizontale du coup qui est à chaque fois égale à 0. La méthode pour calculer les réactions, vous la connaissez bien. On vérifie dans un premier temps qu'on a une structure qui est bien isostatique. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus aussi. Ça fait un peu longtemps que ces méthodes on les a pas revues, donc c'est toujours bien de les rappeler. On vérifie d'abord que la structure elle est bien isostatique. Ensuite on supprime donc le degré de blocage qui correspond à la réaction à calculer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque réaction, vous avez un degré de blocage qui y correspond, et bien vous libérez ce degré de blocage et vous ajoutez la réaction du coup qui va contrer le mouvement possible. Et ensuite vous pouvez du coup utiliser sur votre nouveau mécanisme, vous avez transformé votre structure en un mécanisme et vous pouvez utiliser sur ce mécanisme le principe des travaux virtuels pour trouver la valeur de la réaction. Donc j'ai rappelé les étapes du principe des travaux virtuels. D'abord on dessine le mouvement virtuel du mécanisme avec les centres de rotation, absolu, relatif, etc. Ensuite on calcule les travaux virtuels de chacune des forces, des charges réparties et des moments, donc selon les formules qu'on a vues avant, pour calculer les travaux de tous ces objets-là, dans le mouvement virtuel. Et ensuite on factorise donc par le paramètre qu'on a choisi, souvent c'est un alpha chapeau ou un d chapeau ou n'importe quoi, et on calcule du coup enfin la réaction avec l'égalité égale à 0 du coup. Alors je détaille un petit peu l'étape 2 de la méthode, pour rappel c'est supprimer le degré de blocage qui correspond à la réaction et transformer la structure en un mécanisme. Ça à chaque fois, pour chaque réaction, c'est toujours la même chose en fait. Pour un appui simple, vous avez un degré de blocage, vous avez une réaction à calculer, donc vous supprimez ce degré de blocage, c'est comme si vous enleviez l'appui simple et vous remplacez l'appui simple du coup par la réaction à calculer. Ici, une réaction verticale du coup. Pour une pivot, c'est la même chose. À chaque fois qu'on veut calculer l'une des deux réactions d'une liaison pivot, on fait exactement ce travail-là. Si on veut calculer la réaction verticale de la pivot, on remplace la pivot par un appui simple qui laisse le degré de blocage libre au niveau de la pivot. Et à chaque fois qu'on veut calculer une réaction horizontale au niveau d'une pivot, on remplace du coup la pivot par un appui simple au niveau du point B, du coup, qui laisse libre ce mouvement de translation horizontale, et on rajoute du coup cette force horizontale pour le principe des travaux virtuels. Et donc à chaque fois qu'on fait ce travail de retirer un degré de blocage, on transforme notre système qui était isostatique, on montre avant qu'il est isostatique, et ce système isostatique, on lui enlève un seul degré de blocage, donc on le transforme en un système, en un mécanisme hypostatique qui a un seul mouvement possible, un seul degré de liberté. Et ça nous permet d'appliquer le principe des travaux virtuels comme on l'a toujours fait. Donc la glissière, je passe rapidement là-dessus, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. Et l'encastrement, vous avez 3 transformations possibles selon les 3 réactions que vous pouvez calculer. Vous voyez, à chaque fois, on enlève un degré de blocage qui correspond à la réaction à calculer. Donc, une méthode qui ressemblait pas mal au calcul des réactions, c'était la méthode qui permet de calculer les efforts internes. Donc les efforts internes, ils sont définis au niveau de chaque point d'une poutre continue. Au niveau de chaque point d'une poutre continue, vous avez 3 efforts internes, puisque vous avez dans le plan ces 3 degrés de blocage qui sont les 2 translations et la rotation. Et donc au niveau de chaque poutre continue, au niveau de chaque point de la poutre, vous avez à calculer, vous pouvez calculer un effort interne qui est de type effort normal, effort tranchant, ou moment fléchissant. Donc, pour calculer les efforts internes, c'est la même méthode qu'on a vue pour les réactions. On vérifie dans un premier temps qu'on a bien une structure isostatique, ça normalement il n'y a pas de piège, à chaque fois c'est isostatique.
On supprime le degré de blocage qui correspond à l'effort interne qu'on veut calculer. Donc on a pris notre poutre sur laquelle on veut calculer, on a une poutre continue sur laquelle on veut calculer un effort interne. On sectionne cette poutre en deux, on rajoute soit une glissière orientée selon qu'on a envie de calculer un effort normal ou un effort tranchant, ou alors on rajoute une rotule pour calculer un moment fléchissant. Et du coup on se retrouve avec un système, si on fait le bilan des degrés de blocage, degrés de liberté, et l'examen, on va dire, des centres de rotation absolus et relatifs, on a un mécanisme hypostatique à un degré de liberté. On détermine le mouvement virtuel de ce mécanisme, on calcule les travaux virtuels exactement comme pour les réactions, on calcule les travaux de toutes les forces et tous les moments qui s'appliquent sur la structure, et on factorise par notre paramètre, et on calcule du coup l'effort interne au niveau d'un point uniquement. Alors, une chose importante, il ne faut pas confondre les efforts internes NVM avec les réactions. On a ici à chaque fois des objets qui concernent du coup, qui sont sous la forme de force ou de moment, donc un peu comme les réactions, mais c'est pas la même chose que les réactions. Au niveau d'un appui, par exemple au niveau d'une pivot, alors je vais mettre la pivot ici, au niveau d'une liaison pivot, vous avez donc une réaction verticale, on va dire, un peu comme comme tout ce qu'on voit depuis le début. À chaque fois on a des réactions verticales au niveau des pivots, et en fait on ne peut pas calculer l'effort interne au niveau pile de la pivot. On ne peut pas calculer, on a un moment fléchissant qui est nul au niveau d'une pivot, mais l'effort tranchant, on ne peut pas le calculer, il est discontinu d'un côté à l'autre de la pivot. Donc vous avez une réaction verticale au niveau d'une pivot, mais vous n'avez pas forcément d'effort tranchant, on n'a pas d'effort tranchant au niveau de la pivot. Donc attention, les réactions c'est juste au niveau des liaisons externes, et les efforts internes du coup sont juste au niveau de la poutre continue, en chaque point de la poutre continue du coup. Donc c'est deux objets qui sont définis toutes les deux par des forces et des moments, mais c'est deux objets qui sont bien différents pour le coup. Donc ça, je vous détaille un petit peu l'étape 2, où on remplace dans la poutre continue, on enlève, on va dire, un degré de blocage de la poutre continue, et on remplace du coup soit par une glissière, soit par une rotule. Donc à chaque fois, vous voyez, on veut calculer par exemple, au niveau de cette poutre continue 1, la valeur des efforts internes du point P. Et bien au niveau du point P, pour calculer l'effort normal au niveau du point P, on remplace le point P par une glissière, donc on sépare notre poutre 1 en une poutre 1A et 1B, et du coup ça permet un nouveau mouvement possible dans toute notre structure. Si vous aviez bien une structure isostatique au début, normalement à chaque fois que vous allez faire ce travail-là, s'il n'y a pas eu d'erreur, à chaque fois vous allez avoir un nouveau mouvement apparaître, un type de mouvement possible. Donc à chaque fois, si vous remplacez par une glissière orientée comme ça pour calculer l'effort tranchant, ou une rotule pour calculer le moment fléchissant. À chaque fois, ça va être la même chose. Donc en supprimant ce degré de blocage, on obtient, entre parenthèses, on part d'une poutre et on obtient deux poutres qui remplacent du coup notre première poutre, mais on rajoute du coup des degrés de blocage à cause de notre liaison interne du coup. Donc si vous faites le bilan, vous retombez bien sur quelque chose qui est égal à 1. On passe du coup à l'une des dernières séquences qu'on avait vues, à la séquence 3 du coup sur les diagrammes. Donc après qu'on ait appris en quelque sorte à calculer les réactions et les efforts internes en des points précis de nos structures, on a vu ce que c'était les objets diagrammes. Donc les objets diagrammes, c'est des représentations qui indiquent finalement les valeurs des efforts internes au niveau de toute la poutre. Donc vous voyez par exemple, au niveau de cette poutre, donc vous connaissez bien normalement, mais au niveau de cette poutre AB, vous avez une valeur d'effort interne, effort tranchant, qui est égale à moins F sur 2 entre C et B, qui est égale à F sur 2 entre A et C, et au niveau du moment fléchissant, vous avez un effort interne, du coup, entre A et C, qui est décroissant comme ça, qui est croissant, pardon, qui part de 0 et qui arrive à FL sur 4, et un effort interne entre C et B, de type moment fléchissant, qui est décroissant, qui part de FL sur 4, et qui va à 0. Pareil, là vous avez ici un exemple sous charge répartie.
Alors, pour un effort normal, du coup. Donc pour un effort normal, pour calculer un effort normal, on est bien sur cette situation. On remplace du coup au niveau du point P, c'est ça hein, dont tu parles. On est au niveau du point P. On remplace le point P par une glissière qui est donc orientée, qui a donc son degré de liberté libre orienté dans le sens de l'effort normal pour pouvoir avoir un mouvement de droite à gauche. Alors si tu veux, je vais te dessiner ça hop, ici. Donc j'ai dans un premier temps ma poutre continue avec mon point P ici. Je veux calculer l'effort normal N au niveau du point P. Donc je remplace ma poutre que j'appelle poutre 1 par deux tronçons de poutre. Donc le poutre 1A, la poutre 1A, pardon, qui va avoir du coup une glissière orientée dans le sens de l'effort normal qu'on a envie de calculer, hein, comme ça. Donc vous voyez, on fait un dessin de poutre un peu hasardeux, mais l'important en fait c'est de rajouter cette lésion glissière au niveau du point P. Le point P peut se retrouver ici, en fait, on s'en fiche, ça n'a pas tellement d'importance. À chaque fois, le mouvement ne va pas être influencé par la précision de notre dessin, si vous voulez, là-dessus. Et donc ici, poutre 1B. Et donc là, le mouvement possible de cette structure, on va avoir donc, alors là, si je vous fais par exemple la représentation de ce mouvement, je peux vous faire en situation initiale, on peut faire ça comme ça. En situation initiale, donc on a ce tronçon à gauche, on va dire qu'il bouge pas, et le tronçon à droite, du coup, qui part vers la droite, comme ça. Donc on part de ce point, hop, et on se déplace comme ça, on fait une translation selon l'axe de la poutre, du coup. Je sais pas si c'est ça ta question. Et ici, de ce côté, hop, on bouge pas du tout. Donc là, vous voyez, on peut introduire du coup un déplacement D, des chapeaux, un déplacement virtuel des chapeaux, avec du coup l'effort normal qui va venir contrer ce déplacement, hein, comme ça, hop. L'effort normal à calculer qui est dans ce sens-là. Alors attention à pas se tromper dans le sens des conventions, hein. L'effort normal, il est toujours dans le sens comme ça vers la liaison, hein. Il faut bien retenir, il faut pas inverser du coup les conventions. Okay. Les conventions des différents efforts internes, un effort normal, il se dirige vers la liaison qu'on a introduite. L'effort tranchant V, à chaque fois, c'est à droite vers le haut, à gauche vers le bas. Et le moment fléchissant M, du coup, c'est à chaque fois dans ce sens-là. À chaque fois, vous avez à gauche, du coup, quelque chose qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et à droite, un moment qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Et à chaque fois, il faut utiliser cette convention de calcul. Sinon, vous avez, si vous faites un moment fléchissant avec la convention inverse, vous allez avoir un moment fléchissant qui va avoir un signe négatif par rapport à ce que moi je vais trouver, ou à ce que d'autres qui ont utilisé cette convention vont trouver, du coup. Donc voilà comme exemple de mouvement du coup. Et ici, par exemple, si on veut calculer le travail qui est développé, bon, on voit pas tout ce qui se passe dans le reste de la structure, hein, mais si on veut calculer juste le travail qui est dû à cet effort normal n, du coup, on a à gauche un effort normal qui travaille dans un déplacement nul, donc n fois 0, plus un effort normal qui travaille à droite, dans le sens inverse du déplacement, ici, qu'on a choisi. Donc on a un signe moins, n fois le déplacement d. Et donc on a juste un travail de l'effort normal, du coup, qui est égal à moins nd. On aurait pu choisir un déplacement qui va vers la liaison aussi. On a toujours à chaque fois, quand on introduit un degré de liberté, on a à chaque fois le choix entre deux types de déplacements, mais le résultat sera exactement le même, puisque le principe des travaux virtuels fonctionne pour n'importe quel, pour un déplacement quelconque. Alors je reviens du coup, je reviens là-dessus sur les efforts internes du coup. Donc voilà la méthode pour calculer les efforts internes, ça ne travaille que d'un côté à la fois. Alors là on a choisi, là on est dans une situation où typiquement effectivement
on n'a pas le reste de la structure, donc on ne sait pas comment ça se déplace dans la structure, hein. Si ça se trouve, c'est à gauche de la structure où ça peut faire du mouvement, hein. Ou alors là, du coup, là c'est à droite de la structure qu'il y a du mouvement, mais on n'a pas le reste de la structure, on n'a pas le reste des liaisons pour déterminer si c'est à droite ou si c'est à gauche ou si c'est même les deux qui bougent ou qui travaillent justement des deux côtés. Donc voilà, là c'est juste un exemple où on a par exemple un déplacement de gauche à droite, à droite de la liaison qu'on a rajouté, hein, mais si ça se trouve ça peut se bouger sur les deux côtés. On avait vu pas mal d'exemples, hein, si vous vous souvenez, où on calculait plutôt les efforts tranchants en fait, et on voyait qu'au niveau des efforts tranchants, on avait une situation, si je calcule l'effort tranchant toujours au niveau de ce point P, hein, je rajoute du coup une liaison glissière qui fait bouger ma structure, hop, dans le sens de l'effort tranchant à calculer, donc dans ce sens-là. Et ce qu'on voyait assez souvent arriver, donc ici pareil, on n'a pas le reste de la structure, mais une situation qui arrivait assez souvent, c'était une configuration où on avait, je vous fais la représentation du mouvement sur un axe horizontal, et on avait quelque chose qui était assez souvent de... Hop là. D'accord, check. Qui était de ce type. On avait du coup parallèle entre les deux côtés, et vous voyez, on avait un déplacement ici qui était vers le haut, et un autre déplacement du coup, qu'on peut appeler D1 et D2 du coup, qui n'étaient pas forcément égaux, qui était vers le bas. Mais vous voyez, à chaque fois, on a besoin du reste de la structure pour savoir si on est dans une config comme ça, ou alors si on est dans une config... par exemple, si je vous fais quelque chose comme ça, on peut avoir un déplacement nul d'un côté, et de l'autre côté, hop, quelque chose comme ça. C'est aussi un déplacement possible, hein, avec un paramètre de déplacement D du coup. Vous voyez, au niveau d'une glissière comme ça, on peut avoir plusieurs types de déplacements, mais à chaque fois ça dépend du reste de la structure. Donc là je vous ai fait un exemple de mouvement de cette glissière, un mouvement possible de cette glissière, mais ça peut être complètement autre chose. Et là pareil, du coup il y a plusieurs mouvements possibles de cette glissière ici, qui permettent de calculer l'effort tranchant, mais à chaque fois ça dépend du reste de la structure évidemment. Donc quelques remarques sur les diagrammes qu'on avait rappelé aussi la dernière fois, hein, mais qu'on rappelle encore aujourd'hui. C'est toujours en valeur positive en bas, et en valeur négative vers le haut. Alors ça implique aussi du coup, je vous le rappelle ici, mais ça implique du coup que sur ce tronçon AC par exemple, on a une fonction m qui est croissante, qui n'est pas décroissante ici. Même si on a l'impression que ça chute, en fait on part d'une valeur nulle, du coup 0, et on arrive à une valeur positive, fl sur 4, donc on a une fonction qui est croissante. Comme on a une fonction croissante, et bien on a un effort tranchant qui est égal à la dérivée du moment fléchissant qui est positif du coup. Et pareil ici de l'autre côté, on a une fonction qui est décroissante avec un coefficient f sur 2. Et donc on a une valeur d'effort tranchant qui est égale à la dérivée du moment fléchissant qui est égale à moins f sur 2 du coup. Donc voilà, ça c'est les remarques qu'on connaît bien, hein, le diagramme de M dans les situations qu'on a avec des chargements, donc ce que je vous disais, avec des chargements de force ponctuels et répartis, on a un diagramme de M qui est toujours continu. Si on ajoutait des éléments de type moment extérieur qui s'appliquent sur la structure, là on aurait des discontinuités dans notre diagramme de moment. Mais là on n'a jamais de cas dans le cadre du cours, là on applique des moments sur des structures, donc tout va bien à ce niveau-là. Voilà le petit rappel sur la confusion possible du coup entre le fait qu'il ne faut pas confondre le dessin d'un mouvement virtuel, dont je vous ai fait des exemples ici en bleu, avec du coup le diagramme d'un effort intérieur, NV ou M. Donc ici les diagrammes ne correspondent pas à des mouvements possibles de la structure. Les diagrammes correspondent uniquement
aux valeurs des moments fléchissants et des efforts tranchants au niveau de chaque point de la structure. Donc attention à ne pas penser que la structure va se déplacer selon le diagramme du moment. Non, il n'y a pas de... on va dire... ce diagramme du moment ne représente pas le mouvement de la structure sous l'ensemble de ses charges. Il faut passer par d'autres outils pour avoir ce qu'on appelle la flèche, du coup le déplacement de la structure en un point, le déplacement vertical de la structure en un point, et c'est effectivement en fonction du moment fléchissant, mais il faut passer aussi par d'autres objets un peu plus complexes. Donc voilà, ça c'était ce qu'on avait vu pour appliquer l'analogie du funiculaire. Donc on avait vu que en simplifiant en quelque sorte en simplifiant un petit peu les différents événements, en interprétant en fait les différents événements qu'on rencontre sur une structure habituelle, on peut les interpréter en termes de valeurs de moments M et V, et puis en termes du coup de forme du funiculaire. Donc à chaque fois on a une structure donnée, avec différents indices en quelque sorte, et puis on peut déterminer à partir de ces indices la forme directe du diagramme du moment. Donc là vous avez du coup deux exemples très basiques qui montrent que sous force ponctuelle on a des tracés de moments, des tracés de funiculaire qui sont de forme linéaire, donc qui sont sous forme de droite, et quand on a une force distribuée, on a forcément un tracé qui est de forme parabolique, donc comme si vous lâchiez une chaînette entre deux attaches. La méthode pour déterminer les diagrammes M et V, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, on va faire un exemple aujourd'hui si on a un peu de temps, mais donc la méthode consiste à indiquer d'abord, pour une structure donnée sous un chargement donné, tous les indices que vous donnent les liaisons et les chargements, donc en termes de forme linéaire ou forme parabolique, et en termes du coup de tous ces différents événements, donc est-ce que vous avez des accroches, des forces vers le haut, des forces vers le bas, des min ou des max, des passages par zéro, donc tous ces événements-là en quelque sorte, ça vous donne des indices sur le dessin du diagramme du moment. On détermine ensuite le sens des réactions d'appui, si on a besoin. Alors jusque-là, on a vu que des exemples où on pouvait s'en sortir sans avoir besoin de calculer aucune réaction. On a calculé parfois les réactions pour bien vérifier qu'on avait les pics ou les creux dans le bon sens au niveau des réactions, mais en fait, à chaque fois, on n'avait pas forcément besoin de calculer ces réactions. Alors je vais vous montrer un exemple aujourd'hui où on a effectivement besoin de calculer une réaction. On a ensuite à tracer du coup le funiculaire avec tous ces indices, et puis à partir de ce funiculaire, on détermine les deux points un peu critiques de notre structure qui seront les valeurs des moments min et max sur toute notre structure. Et puis on calcule du coup ces deux valeurs au niveau des deux points particuliers qui sont concernés du coup avec le principe des travaux virtuels. Et ensuite vous pouvez tracer le diagramme de V avec l'idée que V égale M', que l'effort tranchant est égal à la dérivée du moment fléchissant, et cette idée aussi que au niveau de chaque discontinuité, au niveau de chaque appui ou d'effort, en fait vous avez une discontinuité du diagramme de l'effort tranchant, comme on voit ici, ici, et cette discontinuité à chaque fois, elle est égale à la valeur de la force ou de la réaction si on a un appui. Donc la discontinuité ici, vous voyez que entre f sur 2 et moins f sur 2, vous avez bien une valeur qu'on retrouve qui est égale à f. Si on fait f sur 2 moins... Alors si on fait... oui c'est ça, f sur 2 moins f sur 2, on retrouve bien la valeur f. Donc à chaque fois la discontinuité correspond à la valeur de l'effort que vous appliquez, que vous retrouvez sur la structure. Je passe du coup... S'il n'y a pas de questions là-dessus, donc on va faire un exemple si on a le temps, mais s'il n'y a pas de questions, je passe sur l'application du principe fondamental de la statique qu'on avait vu la dernière fois, qui est un principe complètement équivalent au principe des travaux virtuels, qui permet en fait de faire tout ce qu'on a fait, mais avec d'autres outils en quelque sorte, et notamment avec ce qu'on a découvert la dernière fois, qui s'appelle le bras de levier. Donc le bras de levier d'une force, c'est défini comme étant la distance minimale entre un pôle choisi dans le plan et la droite d'action de la force.
Donc à chaque fois, vous avez la même construction que je vous invite à revoir dans la dernière fois si vous n'avez pas compris, mais à chaque fois, cette construction, elle consiste à, du coup, tracer pour une force donnée, vous tracez d'abord donc la droite d'action, ce qu'on appelle la droite d'action de la force. Ensuite, vous tracez la perpendiculaire à la droite d'action qui passe par le pôle que vous avez choisi au préalable. Et ensuite, vous avez du coup directement défini la distance entre le pôle et la droite d'action, du coup. Ensuite, le bras de levier, ce qu'on avait vu la dernière fois aussi, hein, c'est qu'il a un signe qui est bien déterminé, hein, c'est soit un signe moins, soit un signe plus, et qui se détermine avec cette idée de tourner autour, de force qui tourne autour du pôle. Vous vous rappelez, hein, on prend la force, en quelque sorte, on prend la force virtuellement, on la décale au niveau de notre déplacement, et on regarde si cette force a tendance à faire tourner ce qu'on pourrait imaginer comme un compas fictif. Est-ce qu'elle aurait tendance à faire tourner notre compas autour de P dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Ce qu'on voit ici, c'est que F fait tourner. Alors F semble tourne en fait autour du pôle P dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on a bien un signe plus. On a la seule force qui fait tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ici, c'est N1 du coup, et ici on voit que si on rapproche N1 de sa valeur de bras de levier là, et qu'on regarde comment va tourner le compas, dans quel sens va tourner le compas autour de notre pôle P, et ben ça va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça nous permet de déterminer le bras de levier et le signe du bras de levier du coup, pour avoir du coup cette équation d'équilibre des moments qui est apportée par le principe fondamental de la statique. Donc à chaque fois, l'équation c'est le bras de levier fois la force correspondante, et puis vous additionnez tous ces éléments-là, à chaque fois bras de levier fois force correspondante, et vous obtenez quelque chose qui est égal à 0, quel que soit le pôle que vous choisissez. Donc ce qu'on avait vu la dernière fois aussi, c'est que en choisissant un pôle de manière un peu plus intelligente qu'ici, du coup, qui soit à l'intersection, on va dire, de deux forces d'action, et bien vous éliminez immédiatement les deux forces d'action, à l'intersection de deux droites d'action, pardon, de deux forces déterminées, vous éliminez directement, du coup, les bras de levier, vous avez des bras de levier nuls pour ces deux forces, et donc vous éliminez ces forces dans l'équation, et vous avez du coup une équation d'une inconnue en fonction de quelque chose qu'on connaît. Ce qu'on avait vu du coup, la dernière fois, c'était donc les treillis, donc comment définir un treillis. Alors les équilibres de force horizontale et verticale, on n'a pas besoin de les calculer. Des fois, si, il y a besoin. En fait, alors, pas à chaque fois, il y a des petits cas particuliers, mais vous pouvez assez souvent vous en sortir juste en faisant l'équilibre des moments autour d'un pôle. Mais effectivement, pour avoir trois équations différentes avec nos trois inconnus, il faut écrire l'équilibre des forces horizontales et l'équilibre des forces verticales. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un exemple justement où on va utiliser l'équilibre des forces. Alors on va d'abord faire un équilibre des moments, et ensuite on va devoir faire un équilibre des forces horizontales du coup, pour calculer de manière même plus facile une inconnue en fonction des forces qu'on connaît. Donc je vais vous montrer ça juste après. Là. Ce qu'on avait vu, c'est comment appliquer du coup le principe du fondamental de la statique à des objets qui sont les treillis, du coup, des objets qui ressemblent pas mal à ce qu'on peut rencontrer en architecture au niveau des éléments architecturaux, hein, avec ces barres du coup qui sont reliées à chaque fois au niveau de ce qu'on appelle des nœuds. Ce qu'on avait vu, c'est une manière assez rapide, assez simple de déterminer si on a un treillis isostatique, donc en faisant le bilan des nœuds et des barres, et en appliquant cette formule, alors on a un treillis isostatique s'il est bien posé sur deux liaisons de type pivot et appui simple. Une barre, pour rappel, c'est une poutre qui reprend que de l'effort normal, et donc quand on a un treillis qui est chargé juste au niveau de ses nœuds, on a forcément des barres qui reprennent uniquement de l'effort normal, donc des barres qui sont soit en traction, soit en compression, mais elles peuvent être à des niveaux différents de traction et de compression. Quand on veut calculer les réactions au niveau des liaisons externes, il faut considérer le treillis comme une seule grande poutre. Alors exactement, ça c'est une méthode, c'est l'une des deux méthodes qui permet de calculer les réactions au niveau d'un treillis.
on peut soit appliquer le principe fondamental de la statique pour calculer les deux inconnus, les deux réactions inconnues, soit on applique le principe des travaux virtuels, les deux sont exactement équivalents. Dans ce cas-là, on considère que le treillis, c'est comme une seule poutre, comme un système tout simple d'une poutre sur deux appuis comme ça, avec les forces qui s'appliquent du coup sur la poutre comme ça, et vous pouvez faire à partir de là le principe des travaux virtuels. On va faire les deux méthodes juste après. Vous allez voir, c'est complètement équivalent d'utiliser le principe des travaux virtuels et le principe fondamental de la statique. Les deux sont exactement équivalents, même si on a l'impression que les méthodes sont complètement, les méthodes du coup sont complètement différentes. Dans un cas, on fait des mouvements virtuels, des travaux virtuels, etc., comme on a appris depuis le début, et dans l'autre cas, on peut écrire l'équilibre des moments autour d'un pôle bien choisi pour avoir directement la valeur de la réaction. Donc vous pouvez utiliser, si vous voulez, la méthode que vous préférez pour ce cas des treillis sur deux appuis. Ce qu'on avait vu du coup pour appliquer le PFS en plus de calculer les réactions, du coup, on peut appliquer ce qu'on appelle la méthode de Ritter, une méthode des sections qui est aussi appelée comme ça. On coupe le treillis en deux morceaux avec une coupe qui passe par 3 barres, au moins 3 barres, au plus 3 barres, pour avoir au plus 3 inconnus. Vous pouvez couper par 2 barres, hein, ça revient au même, ou même par une barre, il n'y a pas de souci. Mais l'important c'est d'avoir du coup une partie de treillis qui se comporte du coup comme un objet rigide sous l'effet de plusieurs forces, qui sont du coup soit des forces extérieures connues, donc les forces extérieures ou les réactions, soit des forces inconnues, donc les efforts internes N qu'on ne connaît pas encore, qu'on essaie de calculer. Alors, je vais vous faire des applications du coup de ces treillis, parce que c'est des applications qu'on n'a pas beaucoup fait. Et si on a le temps, je vous ferai une application de traçage du diagramme du moment fléchissant pour bien réviser ça. Donc ici on a un treillis qu'on appelle une poutre O, du coup, que je vais... Alors je vais juste effacer ça, hop. Alors on a un treillis du coup qui est soumis à 7 forces extérieures, à une force F en chacun de ces nœuds du coup. Donc ce qu'on fait dans un premier temps, c'est faire le bilan des degrés de blocage et des degrés de liberté. Pour les treillis, on a vu qu'il y avait une méthode qui était immédiate pour les treillis triangulaires qui étaient sur deux appuis. On fait le nombre de nœuds, donc n, qui est égal du coup... Alors on va juste numéroter les nœuds de ce côté, 2... alors on va mettre 3 ici, 4, 5, 6, 7 et 8, etc. Numéroter les nœuds, en fait, ça permet de donner des noms après aux efforts internes qu'on va calculer. Donc de les appeler N6,8, N6,7, N5,7, etc. Donc, dans un premier temps, donc on se demande si le treillis est bien isostatique. Donc le nombre de nœuds, on a à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nœuds en haut et en bas. Donc en tout, on a 14 nœuds. Et le nombre de barres, on a donc 7 barres en intrados, 7 barres en extrados, ça fait 14. Et on a en plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barres du coup, donc ça fait 21 pour toutes les barres qui ne sont pas diagonales. Et les barres diagonales, on rajoute 6 barres du coup, donc 21 plus 6, ça fait 27. Et donc on a bien du coup 3 fois n moins b qui est égal à... Donc 3 fois 14 égale à 42 du coup, si je dis pas de bêtises. Hop. Si je dis des bêtises. Pardon, j'ai fait 3 fois n, c'est 2 fois n, ouais. Hop. Alors 25 barres. En fait, on a en tout
On a en tout, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres en haut et en bas. J'ai dit quoi? J'ai dit 7 barres en haut et en bas. Ouais, c'est plutôt 25, t'as raison. Alors, on a 25 comme ça. Et donc on a 2 fois 14 égale 28. Donc c'est bon, là on compte... on a le juste nombre, du coup. On a 28 moins 25. Ce qui nous fait bien un chiffre égal à 3. Alors normalement, il n'y a pas de surprise, hein, vous trouvez toujours un treillis qui est isostatique. Donc si comme moi, vous faites des erreurs dans le comptage des barres et des nœuds, dites-vous qu'à la fin, vous devez retrouver un chiffre égal à 3. Et donc, que le nombre de nœuds doit être, et le nombre de barres doit correspondre à ce résultat final, hein. Vous pouvez un peu inverser aussi dans ce sens-là le calcul. Donc on a un treillis qui est bien isostatique puisqu'il est bien posé sur un appui simple et sur une rotule. Donc ça c'est la première vérification qu'on doit faire. Alors ensuite, la question qu'on peut se poser ensuite, c'est de calculer les réactions au niveau de notre nœud ici 1 et au niveau là-bas de notre nœud. Donc on va 10, 12 et 14 du coup. Donc ici de notre nœud 14. Donc on a deux réactions à calculer. Une réaction verticale au niveau de notre appui simple, qui va être donc qu'on va appeler R1, et une réaction également verticale au niveau de notre nœud 14, qu'on va appeler R14, au niveau de notre pivot en 14. Là vous voyez que pour une liaison pivot, normalement, vous avez une réaction verticale et une réaction horizontale à calculer. Alors pardon pour le bruit encore. Mais si vous essayez de calculer la réaction horizontale, en fait, vous allez vous rendre compte que vous fassiez le principe fondamental de la statique ou le principe des travaux virtuels, la seule force qui sera dans le même sens que la réaction horizontale que vous allez calculer, ce sera elle-même. Donc ce sera la seule à intervenir, si vous voulez, dans un déplacement virtuel où voilà, vous n'avez aucune force qui n'a de composante horizontale. Toutes les forces ici sont verticales, et donc forcément, vous n'aurez des réactions horizontales qui seront que égales à 0 du coup. Donc pas besoin de la calculer en quelque sorte, on peut directement dire qu'elle est égale à 0 et donc directement calculer la réaction verticale au niveau de la pivot. Donc pour calculer la réaction, on va d'abord calculer R1, et je vais vous montrer les deux méthodes pour calculer R1. Alors la première méthode, on va utiliser le principe des travaux virtuels du coup. Donc en utilisant le principe des travaux virtuels, on se dit que notre treillis se comporte comme un objet rigide dans son ensemble, hein, qui est exactement comme du coup une poutre, et donc on transforme en quelque sorte, alors je vous ai pas mis les dimensions, mais hop, ici on a une longueur L qui est exactement la même ici du coup. On transforme du coup cette poutre avec ses dimensions, on transforme du coup ce treillis en une seule poutre isostatique pour calculer les réactions R1 et R14. On a quelque chose de complètement équivalent. Là je vous dessine du coup le schéma équivalent de la poutre à calculer. Donc, avec du coup les forces qui s'appliquent, toutes les longueurs L, puis il y en a 7 en tout. Et donc vous avez une poutre qui est de longueur du coup, 6L, c'est ça. Et du coup, pour calculer les réactions de cet élément, bah, ça devient beaucoup plus facile du coup que de passer par tous les nœuds, toutes les barres, etc. En considérant simplement que le treillis se comporte comme un seul grand objet rigide, hein, et puis c'est le cas du coup, puisque on a vu qu'il était isostatique intérieurement en faisant le bilan égal à 3, hein, et donc
isostatique intérieurement, ça veut dire qu'il se comporte comme un seul corps rigide, il est posé sur les deux appuis, et donc on a directement le fait que c'est exactement équivalent à une poutre comme ça, qui est posée sur ces deux appuis. Alors pour faire le PTV sur cette poutre, c'est assez immédiat, hein. Pour calculer donc la réaction, ce qu'on veut c'est calculer cette réaction ici, R1. Donc on fait le principe des travaux virtuels. Qu'est-ce qu'on fait dans le principe des travaux virtuels? On supprime en quelque sorte le degré de blocage qui correspond à notre réaction à calculer, hein. Donc on refait la structure sous une nouvelle forme, avec tout pareil, sauf le degré de blocage qu'on a supprimé. Donc on a une structure qui est comme ça. Le mouvement possible de cette structure, c'est un mouvement de pivot autour de ce point-là. Et donc on dessine par exemple, on va dessiner un mouvement qui va dans ce sens-là par exemple, qui va, hop, bon, on va dire que ça rejoint ici, hein. On va dire, hop, avec un certain angle alpha. Et donc voilà, donc ça c'est le mouvement, un mouvement possible de votre structure pour calculer la réaction R1. On voit qu'on a supprimé le degré de blocage correspondant à la réaction à calculer, donc le degré de blocage ici de l'appui simple, et puis on regarde du coup, on fait bouger la structure, donc ici on a un mouvement qui est immédiat, qui est une liaison pivot autour de ce point-là, et donc on peut calculer les différents déplacements au niveau de chacun des points qui nous intéressent. Alors ces déplacements, c'est les déplacements au niveau de ce point, au niveau de ce point, celui-là, etc., etc. Alors j'ai mal représenté, mais on a bien un déplacement ici. Et le déplacement au niveau de ce point qui est nul du coup. Donc tous ces déplacements, alors on va pas paramétrer en fonction de alpha, on va paramétrer directement en fonction des déplacements. Comme ça ce sera plus simple, on va pas avoir besoin de faire intervenir notre paramètre alpha. Bon, on va plutôt faire avec alpha. On va faire avec alpha, comme ça ce sera plus simple pour vous, je pense. Donc, on va exprimer chacun de ces déplacements en fonction de alpha, sachant qu'à chaque fois on a des distances L. Donc ce premier déplacement ici, qu'on voit ici là, il va être égal à alpha l'angle fois la longueur L, du coup. Le déplacement, le deuxième déplacement ici, il va être égal à alpha, toujours le même angle, fois une longueur qui est cette fois entre le centre de rotation et le déplacement qui est cette fois de 2L. Donc alpha fois 2L, etc., etc. Alpha 3L, 4L, 5L et 6L. Ok ? Maintenant que tous ces déplacements sont bien définis, on a tous les déplacements qu'il nous faut, tous les angles, tous les déplacements qu'il nous faut pour calculer du coup les travaux virtuels de toutes les forces qui interviennent sur la structure dans ce déplacement-là. Donc le travail virtuel de toutes ces forces du coup, pour tout alpha, le travail virtuel va être donc la force F en haut ici, fois alpha fois 6L, fois le déplacement. On va faire d'abord, alors on ajoute R1 du coup moins R1 fois le même déplacement. Vous voyez, hein, à chaque fois je prends garde à bien mettre le bon signe. À chaque fois les forces vont travailler positivement dans le mouvement virtuel qu'on a choisi, et la réaction va être le seul effort, on va dire, à travailler négativement dans le sens qu'on a choisi. Donc c'est pour ça qu'il y a un signe moins. Moins R1 du coup fois alpha 6L. Et puis ensuite on rajoute toutes les forces du coup les unes après les autres, hein, on est obligé. F fois alpha 5L plus F alpha 4L plus F alpha L. Et donc là on a bien toutes nos forces, on a bien toutes nos réactions, on a tous nos efforts qui travaillent sur la structure dans ce mouvement.
Et donc ce que nous dit le principe des travaux virtuels, c'est que pour tout alpha, l'intégralité de ce travail virtuel est égale à 0, quelle que soit la valeur de alpha. Ce qu'on fait du coup à partir de là, c'est en quelque sorte mettre alpha en facteur. Ce qu'on voit également, c'est qu'on peut mettre alpha L en facteur en fait. Donc on fait comme... alors le plus simple... on va mettre alpha L en facteur, comme ça vous allez bien voir ce qui se passe. Donc fois 6f, moins donc 6R1, plus 5f, plus 4f, plus 3f, plus 2f, plus f. Donc là on va directement faire l'addition, on a 1 plus 2 plus 3 ça fait 6, 6 et 4, 10, 10 et 5, 15 du coup. Et donc on a, alors ce qu'on aurait pu faire dès le début, 15 et 6, 21, du coup on va mettre 21f ici. Hop. Voilà, qui est égal à 0 toujours. Tout le monde là, le passage ligne 1, ligne 2, on a juste fait l'addition de tous les f alpha fois... alors on a mis alpha L en facteur, et on a simplement fait l'addition de tous les termes qui font intervenir le f, simplement. Donc on a fait 6f, plus 5f, plus 4f, plus 3f, plus 2f, plus f. Et donc en tout on a 21f. Ensuite il ne reste plus qu'à dire que pour tout alpha du coup, cette valeur-là est égale à 0, donc ce qu'on a entre parenthèses doit forcément être égal à 0. Donc R1 du coup va être égal à 21 sur 6, qui est égal du coup à 7 sur 3, 7 sur 2, pardon. Oui, parce qu'on divise par 3 du coup. 7 sur 2 fois f. Et là, on a calculé la réaction R1 du coup, avec le principe des travaux virtuels. Alors je vais vous montrer du coup, si c'est bon pour tout le monde, je vais vous montrer la deuxième méthode qui permet de calculer R1 avec cette fois le principe, le principe si fondamental de la statique. Donc deuxième méthode. Hop, avec le PFS cette fois. Donc la deuxième méthode elle est complètement équivalente, vous allez voir qu'on va retrouver exactement le même résultat, mais en le faisant de manière totalement différente, vous allez voir. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a, alors on regarde un petit peu notre treillis, on a un treillis qui est considéré comme insolide indéformable, qui est soumis à plusieurs efforts connus, et à deux efforts qu'on ne connaît pas, R1 et R14. Alors ce qu'on peut faire du coup, c'est appliquer le principe fondamental de la statique sur ce solide-là. Donc en appliquant le principe fondamental de la statique sur ce solide, on peut écrire du coup trois équations qui sont une équation d'équilibre vertical, une équation d'équilibre horizontal, et une équation d'équilibre des moments autour d'un pôle. Et c'est cette équation-là qui va nous intéresser. On va... Alors je vais refaire une image du treillis ici pour pouvoir travailler dessus tranquillement. Hop. Je vous fais le treillis sans ce qu'il y a à l'intérieur, hein, on s'en fiche finalement, puisqu'on considère que le treillis est comme un solide indéformable, donc on peut ne pas s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. On s'intéresse juste au fait qu'il est posé sur deux réactions du coup, qui sont inconnues. R1 et R14, et qu'il est soumis du coup à plusieurs forces, 7 forces très exactement, qui sont séparées d'une distance L, et qui s'appliquent au-dessus du coup. Donc ça c'est notre treillis. Ce qu'on peut faire, c'est faire l'équilibre des moments.
Alors est-ce que vous avez une idée du pôle qu'on va choisir pour faire notre équilibre des moments, pour pouvoir calculer R1 du coup? Équilibre des moments autour d'un pôle qu'on va appeler P du coup. Alors dans cette situation, on veut calculer R1. Et on a une force R14 qui est inconnue. Donc on va vouloir en quelque sorte que notre force R14, inconnue, soit éliminée de l'équation qu'on va écrire. On avait vu, pour éliminer une force inconnue d'une équation d'équilibre des moments, il suffit de choisir un pôle qui est situé quelque part sur la droite d'action de cette force. Donc si je choisis un pôle qui est quelque part sur la droite d'action de R14, eh bien je vais avoir un bras de levier de R14 qui va être égal à 0, et donc je vais avoir une équation juste en fonction de mon inconnu R1. Donc je trace la droite d'action de R14, et je peux choisir du coup un pôle, n'importe où sur cette droite, pour pouvoir avoir un bras de levier égal à 0. Donc je vais le choisir par exemple, je vais le choisir ici, mon pôle P. Donc j'écris mon équilibre des moments autour de mon pôle P, donc il faut faire attention aux différents bras de levier, à pas se tromper de sens, etc. Donc je rappelle les longueurs, L ici, et L ici, et à chaque fois entre les forces. Donc les différentes forces qui vont jouer autour de ce pôle-là, on va avoir R1 déjà. Donc R1 qui a un bras de levier qui est égal à le nombre de longueurs ici, qui est égal à 6L. Donc vous voyez, hein, c'est à chaque fois, si je détaille un peu la construction du bras de levier, je fais une droite d'action de la force R1, je fais la droite perpendiculaire à la droite d'action, qui passe par le pôle, donc il n'y en a qu'une seule. Ici, perpendiculaire. Et cette droite perpendiculaire, du coup, nous donne directement le bras de levier, qui est cette longueur-là. Si vous avez des soucis à trouver les bras de levier, n'hésitez pas, c'est le moment hein, pour expliquer si vous avez, pour dire si vous avez des doutes sur quoi que ce soit. Donc c'est un bras de levier qui vaut 6L. Ensuite, on n'oublie pas, pour le bras de levier, on a un signe à déterminer aussi. Il faut regarder comment tourne R1 autour de P. Donc là, est-ce que R1 tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Ici, si on regarde, on pose la pointe d'un compas virtuel sur le pôle P, et on fait tourner notre compas comme si R1 poussait ce compas, et on voit que le compas tourne du coup dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on a un plus. Donc on fait plus 6L fois R1. Donc là c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Et on fait ce travail du coup pour chacune des forces. Donc la force F, qui est tout là-bas ici, a un bras de levier qui est égal à 6L aussi, mais cette fois elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du pôle P. Pareil pour toutes les autres forces, hein, qui tournent du coup toutes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de notre pôle P. Et donc à chaque fois on a un signe moins, donc moins avec le bras de levier qui diminue au fur et à mesure qu'on applique, qu'on se décale de force. 5L fois F, moins 4L fois F, F, moins 2LF, moins LF. Et ensuite on a cette force du coup, mais cette force qui a un bras de levier égal à 0, donc on va l'écrire quand même. On va faire plus 0 fois F, et puis la force R14, qui a aussi un bras de levier égal à 0. Alors, c'est pas négatif si ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, en fait, on peut faire les deux. Mais je préfère vous dire de faire une seule chose. On va se dire que dans ce... Voilà, on va se dire qu'on va simplement faire un sens positif quand c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, et négatif quand c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais en réalité, vous pouvez faire complètement l'inverse.
Moi je préfère vous dire une seule manière de faire, comme ça on fait tous la même, et il n'y a pas de risque d'inverser les deux du coup. Mais en réalité, en fait, vous pouvez faire exactement l'inverse, puisque à chaque fois vous avez quelque chose qui est égal à 0. Donc que vous fassiez... alors si vous faites l'inverse, par contre, il faut faire la même logique pour toutes les forces. Mais si du coup vous faites la même logique pour toutes les forces, que ce soit ça ou l'inverse, vous obtenez toujours quelque chose qui est égal à 0. Et donc c'est comme si je pouvais rajouter à chaque fois le signe moins à tous mes termes ici, et en fait ça donnerait exactement la même équation. Ça, y a pas de souci. Mais voilà, je préfère vous dire que dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est signe plus, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est signe moins. Mais la réalité, c'est que dans un sens, c'est signe plus ou moins comme vous voulez, et dans l'autre sens, c'est signe plus ou moins, mais en fait, l'important, c'est de garder toujours la même logique, la même convention, pour un seul PFS, un PFS donné. Okay. Donc gardez la logique, on va dire, de sens des aiguilles d'une montre, signe plus. Donc là, on a écrit notre grande équation d'équilibre des moments autour du point P. Donc on a deux termes qui ne servent à rien et qui sont égaux à 0. Et on a du coup à chaque fois des L qui interviennent, donc on va simplifier énormément cette équation, on va virer tous les L. Alors, pour simplifier, on va factoriser par L. Hop. L fois 6R1 moins, donc là on fait la somme de tous les F fois un chiffre du coup. Donc on a 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, comme tout à l'heure. Hein. Et donc on a en tout du coup 21, oui c'est ça, 21F. Donc on n'oublie pas, on a factorisé par L, toujours égal à 0. Et donc là, on peut passer ce L si vous voulez de l'autre côté. Je peux faire N sur L, donc 0 sur L, ce sera toujours égal à 0. Ça va être égal à 1 du coup. Et donc je vais avoir 6R1 moins 21F égale à 0. Et donc je vais pouvoir écrire R1. Alors je vous rajoute une étape, 21F sur 6, qui est égal du coup à 7F sur 2. Hop. Et on retrouve, avec notre deuxième méthode d'application du PFS, exactement la même valeur qu'on avait trouvée avant, avec le principe du travail virtuel. Les deux méthodes sont complètement équivalentes. Vous voyez, on retrouve exactement les mêmes informations qu'on passe par une méthode ou par l'autre. Alors la réaction R14, ça ressemble énormément en fait à la réaction R1. C'est exactement la même chose, hein, sauf que vous allez avoir le principe des travaux virtuels qui va se faire sur le déplacement en pivot autour de ce point de ce côté du coup. Mais vous allez avoir exactement la même chose, voilà, pareil pour le PFS, hein, vous allez avoir du coup un pôle à choisir qui va cette fois être de l'autre côté, et donc qui va permettre de faire un bras de levier égal à 0, non plus pour R14 mais pour R1, et pour pouvoir avoir finalement une équation de R14. Alors, on peut calculer R14 aussi d'une autre manière, en utilisant du coup, donc là on avait utilisé l'équilibre des moments autour de P. Là par exemple, si on utilise l'équilibre vertical de toutes les forces, donc ici en faisant l'équilibre vertical de toutes les forces, on écrit du coup le nombre de forces F, on en a 7 qui sont dirigées vers le bas, donc moins 7F, plus R1, plus R14 égale à 0. Donc ça c'est l'écriture de l'équilibre vertical de toutes les forces qui s'appliquent sur la structure, sur le solide indéformable qui est formé par le tri. Et comme on connaît la valeur de R1, eh bien on a directement une équation avec une seule inconnue. En fait, on peut écrire ça en remplaçant R1 par sa valeur qu'on a trouvée juste avant. On écrit donc moins 7F, moins 14F sur 2 du coup, plus 7F sur 2, pardon, ça fait moins 7F sur 2. Alors je vais vous rajouter une étape, moins 7F, moins plus, hop.
7f sur 2 plus R14 égale à 0. Et donc là, on a immédiatement, du coup, R14, on passe tout de l'autre côté, on additionne, qui est égal à 7f sur 2. Donc vous voyez, c'est aussi une autre méthode pour retrouver R14. Donc il y a cette fois 3 méthodes pour trouver R14, à partir du moment où vous avez trouvé R1. Vous pouvez écrire soit l'équilibre des moments autour d'un pôle, qui est ici au niveau du point 1, soit écrire l'équilibre vertical de toutes les forces pour retrouver R14. Ou alors, troisième méthode, vous pouvez faire le principe des travaux virtuels avec le mouvement virtuel et retrouver du coup exactement la même valeur. Ok ? Donc là, on a calculé nos réactions. On va se poser la question. Alors, je vais faire ça dans le temps qui nous reste. On va faire le principe de Ritter pour calculer. Alors, pas celui-là, on va calculer celui-là. L'effort normal au niveau donc N6,7 au niveau de la barre 6,7 du coup. Alors pour calculer l'effort normal au niveau de cette barre, il faut faire la méthode de Ritter ou la méthode des sections qu'on a appelée. On fait une coupure au niveau du treillis à cet endroit-là. Et donc on va écrire, on va refaire notre treillis en dessous, notre moitié de treillis du coup, avec donc l'ensemble du treillis soumis à l'ensemble des forces extérieures, donc les réactions, les forces, et puis les efforts internes du coup. Donc je vais faire ça juste en dessous. Donc le calcul de, comment il s'appelle ? 6,7, ok. Tchouk. Donc N6,7, du coup on le calcule en refaisant notre dessin du treillis ici. On avait un treillis de type poutre haut, hop, comme ça. Ici, l'appui simple. Alors on va faire directement en fait la réaction. On va y mettre notre réaction qu'on a calculée du coup qui est égale à 7F sur 2. Les forces qui s'appliquent sur le treillis ici. Et les efforts internes. Alors j'oublie pas cette barre ici, hein, qui continue du coup jusqu'au coin ici, hein, normalement. Mais du coup, comme on a fait la coupure, on coupe ces 3 barres. Donc, un effort interne N6,7, un effort interne ici, je sais plus comment il s'appelle, 7, ça doit être 5,7 normalement, ouais c'est ça, 5,7 et 6,8. Donc 5,7 et N6,8. Donc là on a un solide qui est soumis à plusieurs forces et sur lequel on va appliquer le PFS du coup, le principe fondamental de la statique. Donc pour calculer N6,7, il faut trouver un pôle qui se situe à l'intersection des deux forces qui nous sont inconnues et qu'on n'a pas envie de calculer en fait. Sauf que là, nos deux forces, elles sont parallèles, N5,7 et N6,8. Donc il faut forcément écrire une deuxième équation pour pouvoir s'en sortir. On peut pas mettre de pôle à l'infini si vous voulez. Si on pouvait placer un pôle à l'infini, on aurait un pôle qui serait situé en même temps sur la droite d'action de N5,7 et sur la droite d'action de N6,8. Mais là, c'est pas possible. Là, on peut pas le faire. Pour appliquer le PFS, il nous faut un pôle qui n'est pas situé à l'infini dans le plan. Donc on va, dans un premier temps, calculer l'une des deux forces. On va calculer par exemple... alors en fait, ça importe peu, hein, la force qu'on calcule en premier. On va calculer au niveau de ce pôle qu'on va appeler P1. Alors plutôt... Oui, en fait, au niveau de ce pôle qu'on va appeler P1 du coup. Comme ça, on se place à l'intersection de deux inconnus, et on va calculer N5,7 du coup. Donc on écrit autour de ce pôle l'équilibre des moments.
autour de P1. Et donc l'équilibre des moments va nous donner du coup les différents bras de levier. On va avoir du coup N5,7 avec un bras de levier de L qui tourne du coup dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc plus L fois N5,7. Ensuite on a une force F ici qui va avoir un bras de levier nul. Les forces N6,8 et N6,7 qui vont avoir un bras de levier nul également. Il nous reste 3 forces du coup, qui ont chacune un bras de levier, donc positif pour la réaction. On a 2L fois 7F sur 2 pour la réaction du coup, et des bras de levier négatifs pour les deux autres forces qui nous restent. Donc moins 2L fois F moins L fois F. Et le tout égale à 0 du coup. Alors si on simplifie l'équation, donc là de toute façon on a directement, on peut simplifier par L sur tous les termes, c'est comme si on factorisait par L et qu'on le passait de l'autre côté, et donc on a directement la valeur de N5,7 qui va être égale du coup, en passant de l'autre côté, à moins 4F. Et donc on a un effort normal qui est négatif, ça veut dire qu'on a un effort normal en compression du coup. Donc on peut dire que la barre 5,7 est en compression. Alors on n'a plus trop le temps, du coup je vais juste vous expliquer la logique de comment on calcule N6,7 au final. C'est en appliquant le PFS, équilibre des moments, alors le but du coup c'est de déterminer non pas N6,7 mais N5, alors là on a déterminé N5,7, on va déterminer N6,8 maintenant, donc on va se placer sur un nouveau pôle qui est à l'intersection des deux droites d'action, de N6,7 et de N5,7 qu'on n'a pas envie de calculer, qui va être ce pôle P2 ici, à ce point-là, et donc équilibre des moments autour du pôle P2, ce qui nous permet de calculer N6,8 du coup. Donc je vous fais pas le détail du calcul de N6,8, mais je vous donne directement la réponse ici. Et ensuite en faisant l'équilibre des forces horizontales du coup, si vous faites l'équilibre des forces horizontales, vous allez voir que toutes ces forces ici au-dessus et la force de réaction n'interviennent pas dans l'équation, et il y a juste les forces que vous avez calculées juste avant qui interviennent dans l'équation. Donc ça vous pourrez le faire en guise d'entraînement, je vous donne directement les réponses, mais vous pouvez vous entraîner à le faire chez vous de votre côté, pour vous entraîner. Équilibre horizontal du coup. Ça va vous donner la valeur de l'effort qu'on cherche à calculer du coup depuis le début, qui est N6,7. Qui va être égal du coup à moins racine de 2 sur 2 fois F. Voilà, je vous invite à faire cet exercice chez vous, la fin de l'exercice, le calcul de N6,7, pour bien vous entraîner sur la méthode des sections. Je pense qu'on va encore s'entraîner du coup pendant le TD. Et puis on va s'arrêter là pour le cours d'aujourd'hui. Donc merci d'avoir suivi ce cours cette année, je pense que c'était pas facile pour vous, mais on a essayé de faire du mieux possible. Et puis je vous souhaite du coup bon courage pour l'examen final, ça devrait aller je pense, il n'y aura pas de soucis à mon avis. Et puis voilà, je vous souhaite la meilleure fin de semestre que vous puissiez avoir, et puis à une prochaine fois, et puis à tout de suite du coup pour ceux qui sont avec moi en TD. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Bonne journée, bonne fin de semaine.